Merci d'être si nombreuses, si nombreux aujourd'hui pour ces dernières séances. Mon propos s'arrêtera aux années 50-60, vous voyez. Alors, vous voyez le programme, voilà, pour ces deux séances, vous l'avez à l'écran. Il s'agit donc de la question des villes nouvelles des années 50 et 60, avec en particulier aujourd'hui les trois premiers points, c'est-à-dire les New Towns en Angleterre, l'expérience des villes nouvelles en France, et deux exemples de nouvelles capitales du tiers-monde, Chandigarh et Brasilia. Et la suite, donc, le quatrième point, c'est pour la prochaine fois. Voilà comment je compte finir l'année. Donc j'ai choisi de couper aux années 50-60, c'est aussi assez cohérent, parce que finalement, ça vient à la fois conclure tout un cycle historique qui a commencé au XIXe siècle avec les grandes utopies sociales, urbaines dont je vous ai parlé, qui ne se sont pas traduites en général par des productions réelles, mais qui ont quand même traversé les esprits tout au long de cette période historique. Donc les années 60 finalement finissent par être un point d'arrivée assez cohérent dans la mesure où c'est à la fois, on pourrait dire, l'apogée d'une certaine conception de la ville moderniste telle qu'elle est apparue au début du XXe siècle et qu'elle s'est affirmée au cours des années 20 et 30 autour du courant moderne et des congrès des SIAM, des congrès internationaux d'architecture moderne, avec une certaine conception de ce que devrait être la ville moderne, selon les critères de Le Corbusier en particulier, mais pas que lui, l'ensemble du courant moderniste. Donc finalement, ces années 50-60 voient à la fois une certaine forme de concrétisation de leurs espoirs, de leurs aspirations, en même temps que la critique tout de suite de ces réalisations embraye et met à mal finalement ces réalisations dès leur départ, finalement. Donc, d'une certaine manière, c'est une période qui est à la fois et une conclusion et le départ pour autre chose, parce que dès ce moment-là, une nouvelle génération d'architectes urbanistes se met à penser la ville de manière différente. Voilà. Alors ici, ce qui est intéressant à propos de cette partie d'aujourd'hui, c'est que pour ça que j'ai marqué en premier lieu enfin du concret, parce qu'effectivement, dans le contexte de l'après-guerre, enfin, pour la première fois, on donne la possibilité à un certain nombre d'architectes et d'urbanistes de réaliser réellement des unités urbaines complètes. Ce que je vous ai décrit jusqu'à présent, y compris au XIXe siècle, les cités ouvrières n'étaient jamais que des cités incomplètes en général. Et ce que je vous ai décrit en Europe, dans les années 20 et 30, en Allemagne par exemple, les Siedlungen allemandes, ou bien les cités jardins à la française, n'ont jamais été que des extensions d'une ville existante, des faubourgs, des banlieues jardins, mais en aucune manière des entités urbaines autonomes, complètes, capables de vivre de façon autonome par rapport aux grandes villes avoisinantes. Donc d'une certaine manière, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est finalement des réelles unités urbaines et des villes conçues entièrement et qui sont censées avoir donc une existence tout à fait autonome et complète. Et le modèle le plus intéressant dans ces années d'après-guerre, dès l'après-guerre même, c'est l'expérience tout à fait fondamentale des New Towns anglaises qui se met en place dès 1946 avec un acte qui s'appelle le New Town Act et qui met en place la législation qui va présider à la création de ces unités urbaines nouvelles que les Anglais appellent tout simplement New Towns, comme nous appellerons plus tard en France les villes nouvelles. Alors ces villes nouvelles anglaises, elles sont nées dans l'esprit des urbanistes anglais du fait des problèmes
congestion urbaine générale que connaissait ce pays, dont vous savez qu'il a été le pays pionnier dans l'aventure industrielle moderne et donc qui a connu le premier la question de la congestion urbaine et de l'hyperconcentration de la population dans de gigantesques agglomérations dont la plus importante était Londres, évidemment, qui fut longtemps la première ville du monde, la première agglomération mondiale, avant d'être dépassée par New York au cours du XXe siècle, et qui est donc l'archétype de la ville née de la révolution industrielle, avec tous les problèmes afférents, et notamment la pollution et la congestion urbaine. Mais il n'y a pas que Londres, il y a aussi les grandes régions urbaines qui caractérisent l'Angleterre de cette époque-là, comme les Midlands autour de Birmingham, ou le Lancashire autour de Manchester et Liverpool, ou bien Newcastle et sa région au nord de l'Angleterre, ou bien encore la région de Glasgow et des Lowlands d'Écosse, qui sont autant de concentrations urbaines et industrielles qui posent problème de la même manière que Londres, avec peut-être moins d'acuité, mais avec le même niveau de problème. Voilà donc une carte qui vous montre la formidable expansion de Londres, à la fois en population, puisque à ce moment-là, elle dépasse la Terre au moins, elle approche, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle approche les 8 millions d'habitants. Donc c'est incontestablement la plus grande agglomération urbaine d'Europe au moins. Et en même temps, vous voyez la formidable expansion spatiale qui est justement une des données du problème. Le fait que cette énorme agglomération s'étend de plus en plus loin et que donc ça pose des problèmes d'aménagement, comme nous dirions en France, d'aménagement du territoire. Au cours des années 30, à la veille même de la guerre, déjà des équipes d'urbanistes et d'architectes travaillent à réfléchir à ce que pourrait être justement la lutte contre la congestion de la ville de Londres. Et nous devons remarquer en particulier, vous voyez, en pleine guerre, en 1943, alors que l'Angleterre est loin d'avoir gagné la guerre, on réfléchit déjà. Alors que Londres a souffert des bombardements, vous le savez, très lourdement, notamment ici, la partie orientale de Londres, autour du port qui est ici, et de la City, jusqu'à la City qui a été largement endommagée. Donc toute cette partie de Londres a souffert énormément des bombardements de la Luftwaffe, soit en 40, soit après en 44 avec les V1 et les V2. Donc on part sur un terrain qui est assez chargé, à la fois par la congestion héritée et les nouveaux problèmes posés par la guerre. Mais ce qui m'intéresse sur ce croquis, cette carte en fait, c'est qu'elle est la synthèse cartographique d'une analyse de type sociologique, économique et morphologique, je dirais, du comté de Londres. Et ça, c'est très important à comprendre parce que les planificateurs urbains anglais ne vont pas raisonner à partir de la tabula rasa. On va faire du neuf et on procède par une opération comme ça, guidée par des principes de rationalité, mais sans tenir compte de ce qui est de l'existant, ce qui est un petit peu vous le savez, le penchant de certains membres du courant moderne en Europe à ce moment-là. Ils partent au contraire sur une analyse précise de ce qu'est la réalité du tissu urbain, conçu à la fois comme un ensemble d'unités, on pourrait dire, d'unités de voisinage, de quartiers au sens large, qui peuvent comprendre plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'habitants et qui sont identifiables par leurs caractéristiques sociales, économiques, c'est-à-dire les activités, les métiers qu'ils exercent, et également dans le paysage urbain par une certaine morphologie qui les caractérise. C'est ce mélange des choses qui détermine, à leurs yeux, cette cartographie du Grand Londres, vous voyez, qui permet d'identifier à l'intérieur de cet immense tissu urbain des unités qui vont permettre de concevoir l'aménagement futur de cette immense agglomération. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous voyez que là, il y a une esquisse d'une méthode qui est donc fondée sur
l'observation concrète du terrain, et donc qui va être qui va se caractériser par un certain pragmatisme, ce qui est, vous le savez, une des vertus que l'on prête à l'Angleterre et aux Anglais, là, cette notion de pragmatisme, s'appuyer sur la réalité vécue et non pas simplement sur des théories. Ce qui va donner lieu donc à une autre carte qui, elle, donc paraît dans la foulée, qui est le plan résultant des travaux de la commission confiée à l'architecte urbaniste Abercrombie, qui le présente, vous voyez, dès 1944. La guerre n'est toujours pas terminée. Mais on voit déjà à quoi pourrait ressembler le Londres du futur. Alors ce qui est intéressant dans cette carte, c'est de remarquer que précisément, puisque c'est le sujet du jour, vous voyez apparaître ici des nouvelles unités urbaines qui forment comme une sorte de couronne, vous les voyez là, très distinctement, à une certaine distance du cœur de Londres, disons quelques dizaines de miles, puisqu'on est en Angleterre, et qui ménage entre elle et Londres une green belt, une ceinture verte que vous voyez ici, qui est esquissée, qui est conçue pour à la fois contenir la poussée urbaine du Londres traditionnel, qu'on va essayer de contenir dans ses limites actuelles, qui sont à peu près là, et qui va permettre d'offrir à la fois des ressources agricoles proches à l'agglomération pour nourrir ses habitants, mais surtout à offrir des espaces verts disponibles à la population, à la fois du Londres traditionnel et des villes nouvelles qui vont être créées. Alors voilà, cette sorte de grappe ou de couronne de villes qui va être le fondement de la nouvelle géographie urbaine de l'Angleterre. Et la notion va s'étendre aux autres agglomérations que j'ai citées tout à l'heure, avec, vous le voyez écrit en haut, officiellement, donc le New Towns Act, qui est adopté en 1946 et qui va fixer le cadre législatif et administratif dans lequel va s'opérer cette vaste opération de création urbaine. Alors, la première vague est surtout centrée, vous le voyez sur cette carte, autour de Londres, qui est la ville qui pose le plus gros problème, donc c'est elle qui est prioritaire. Et vous voyez toute une couronne de villes nouvelles qui se créent, qui portent les noms qui sont aujourd'hui connus. Ce sont des villes importantes de la couronne londonienne, comme Stevenage, comme Bracknell, comme Crawley au sud par exemple. Voilà, donc c'est là que va s'opérer la première vague de création urbaine. Et ponctuellement ici ou là. Mais la deuxième vague portera plutôt dans les Midlands, ici, autour de Birmingham, et surtout dans le Lancashire, autour de l'immense conurbation industrielle et urbaine de Liverpool et Manchester. De même que plus au nord, dans la région de Glasgow. Et puis il y aura une troisième vague que je n'ai pas indiquée, mais le mouvement va se poursuivre jusqu'au début des années 70, avec la création de nouvelles unités urbaines qui vont tenir compte de l'expérience acquise pendant les 20 années précédentes, des années 50 au début des années 70, et qui vont venir donc ponctuer cette vague de création urbaine. Au total, donc, ça va faire pas mal de monde, et beaucoup de ces unités urbaines, il faut vous dire qu'elles ont en moyenne, elles sont pensées comme étant entre 70-80 000 habitants et jusqu'à 200-250 000, vous voyez, pour les plus importantes comme Stevenage ou Crawley ou Bracknell par exemple. Donc voilà en gros le format, le standard qui a été choisi. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus le paysage de la création elle-même. Quels sont les principes, les grands principes urbains qu'on peut retenir? Premièrement, et c'est fondamental dans l'esprit des Britanniques, il faut que ces unités urbaines soient au maximum autonomes, au point de vue des emplois en particulier. Il faut qu'elles offrent des emplois à la fois en assez grande quantité et en assez grande variété pour qu'elles puissent fixer
effectivement des populations nombreuses de gens qui travaillent, soit dans les industries, soit dans les services, soit dans les administrations, et de manière à ce que cette ville ne devienne pas une simple cité dortoir, simplement où l'habitat serait agréable, mais où la plupart des habitants devraient prendre le train tous les jours ou leur voiture pour aller travailler au cœur de Londres. Ce qui serait vraiment un contresens absolu. C'est justement contre cela qu'ont été conçues ces villes nouvelles, pour précisément être suffisamment autonomes pour offrir au maximum de leur population, et y compris peut-être à une partie de la population vivant autour, des emplois en assez grand nombre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur le plan administratif, ça c'est important aussi, elles sont confiées à une autorité unique. On n'a pas à faire ici, par contraste, avec l'émiettement qui caractérise la structure communale ou administrative française. En Angleterre, il y a beaucoup moins de communes qu'il y en a en France, en toute proportion gardée par rapport à la population. La France est un pays absolument exceptionnel de ce point de vue, puisqu'on peut dire que pratiquement à elle seule, la France possède autant de communes que le reste de l'Union européenne réunie, quasiment. Vous voyez, j'exagère à peine. 35 000 communes, les Hautes-Pyrénées, 230 000 habitants, c'est-à-dire la taille d'une ville moyenne, justement, comme Stevenage, et 450 communes. Cherchez l'erreur. C'est ingérable. Je veux dire, donc, c'est ingérable, on arrive à le gérer, mais au prix de beaucoup de problèmes. En Angleterre, comme dans bien d'autres pays, les communes sont beaucoup plus vastes, et donc on peut englober finalement les limites d'une ville nouvelle à l'intérieur d'une seule commune, ce qui simplifie sur le plan administratif. Et puis l'idée, c'est qu'on confie à une entité administrative le pouvoir à la fois de préparer le terrain en anticipant suffisamment à l'avance pour faire l'acquisition des terrains avant que la spéculation s'en mêle. Car on sait très bien que si on annonce qu'on va construire là une ville nouvelle, évidemment ça va aiguiser des appétits. C'est une des questions clés. Comment maîtriser le foncier quand on veut construire un élément nouveau? Regardez aujourd'hui, le moindre aménagement dans notre pays, les problèmes d'acquisition de propriétés que ça suppose, et les obstacles que ça rencontre. C'était pareil autrefois. Donc, dans ce pays, on s'est organisé de manière à ce que l'acquisition du foncier soit facilitée. Et ensuite, la ville donc est administrée pendant un certain temps par cette entité jusqu'au moment où elle est dissoute et où elle fait place à une municipalité normale. La plupart des villes nouvelles des années 50, 60, 70 sont devenues aujourd'hui des communes normales, gérées normalement comme toutes les communes anglaises. Troisième point, donc le refus de la cité dortoir, je viens de le développer, mais c'est fondamental. Alors maintenant, sur le plan de l'organisation de l'espace urbain, les Anglais appliquent des solutions préconisées par le mouvement moderne de cette époque-là, c'est-à-dire le zoning, le zonage, la séparation de l'espace urbain en fonctions différenciées, mais de manière modérée, sans être absolument, trop caricaturaux. Néanmoins, il faut bien constater que la ville est organisée selon des fonctions différenciées dans l'espace, qui donc correspondent un peu à l'esprit de la charte d'Athènes dont je vous ai parlé auparavant. Vous voyez ici par exemple, sur cette image, vous voyez une vue du centre de la ville de Stevenage, qui est donc au nord de Londres, centre qui regroupe à la fois les commerces, les services, les administrations principales de la ville, ici, dans cette partie-là. Tandis que ici, de l'autre côté de la voie ferrée qui arrive ici, ça c'est la liaison directe avec Londres, avec sa gare de desserte ici, et de l'autre côté, vous voyez une zone d'activité commerciale et industrielle. Donc on voit bien qu'il y a séparation de la fonction service de la fonction industrielle. Et vous voyez que les quartiers d'habitation se trouvent au-delà d'une ceinture de boulevards que vous voyez ici,
et qu'on devine sur cette photo qu'il y a au moins deux types d'habitats. Un habitat dominant constitué, je dirais, à la mode anglaise, d'un habitat horizontal formé de maisons d'un étage au maximum, mais disons conforme au schéma traditionnel de l'habitat britannique, et puis de l'habitat collectif qui ressemble à ce qui se fait au même moment sur le continent avec des immeubles collectifs, des cités comme on les appellera plus tard chez nous. Autre remarque également, ces unités urbaines sont reliées entre elles par des voies rapides. On entre dans l'ère de l'automobile désormais, mais on conçoit donc une desserte de ces différentes zones par des voies rapides que l'on voit bien sur la photo, qui, vous le voyez également ici ou là, inventent en quelque sorte quelque chose qui est un peu nouveau dans le réseau routier européen, le rond-point. Le fameux rond-point dont nous sommes les champions du monde, hein, champions du monde en France pour les ronds-points. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de ronds-points que la France. Mais nous avons été précédés par les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont inventé le rond-point sur les grands axes routiers. Et moi, je me souviens, dans mes premiers voyages en Angleterre, jeune étudiant, découvrant le réseau routier anglais dans les années 60, que j'étais surpris de temps en temps par ces ralentissements sur les routes avec ces ronds-points, roundabout, dont on faisait le tour. C'était un peu étonnant. Mais la France, ensuite, a aspiré l'invention et l'a multipliée. Mais vous en voyez des exemples ici. Ils sont destinés à diffuser justement la circulation. Vous remarquez également que le centre urbain, proprement dit, est débarrassé en général des voitures. Donc la séparation piétons, cyclistes, voitures entre déjà en application et qu'il y a des grands parkings, vous voyez, à l'entrée de la zone commerciale ou des services, de manière à ce que la plupart des rues qui soient ici soient des rues piétonnières. Voilà une autre vue latérale de cette ville, et vous voyez bien, là on voit mieux l'habitat, là c'est la zone industrielle, voilà la zone centrale, la ligne de chemin de fer, et vous voyez que la plupart des quartiers d'habitation, qui sont constitués de quartiers d'environ 5 à 10 000 habitants, ce qu'on appelle des unités de voisinage en anglais, et elles sont conçues de manière à recevoir chacune, ces unités, des services de base, genre école primaire, oui, des dispensaires, bon, un certain nombre de services destinés à desservir un groupe d'habitants de taille relativement limitée, tandis que les services supérieurs sont concentrés dans le centre-ville. Donc on garde la notion de centre-ville, ça c'est important à comprendre, car si on veut qu'une ville ait vraiment une âme finalement, et une chance de vivre, il faut qu'elle ait quand même, au moins symboliquement, un cœur de ville. Et ça les Anglais l'ont bien compris, ont essayé de le réaliser. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont toujours réussi, mais dans certains cas, ça s'est bien réussi, et en particulier ici à Stevenage. Voilà une autre vue du centre, vous voyez, où on voit bien la juxtaposition de l'habitat un peu de type traditionnel, tel que la Garden City le proposait au début du siècle, hein, et puis des ensembles d'habitats collectifs, mais quand même, vous voyez, avec un aménagement paysager tout à fait conséquent. Et puis voilà une vue du centre-ville, vous voyez qu'il est entièrement piétonnier, ce qui à l'époque est assez nouveau hein, dans l'urbanisme européen. On est au début des années 50, donc c'est quand même une nouveauté. Et voilà une vue prise d'une de ces rues centrales, commerciales. Vous voyez qu'il y a du monde, ça fait ville, quoi, hein, même si l'architecture est moderne, ce qui peut à l'époque un peu surprendre, mais la modernité de l'architecture est relativement modérée, c'est une modernité pondérée. Hein. Les Anglais n'ont pas cherché à produire une architecture de rupture, ils ont produit une architecture moderne, mais relativement, je dirais, modeste, je n'ai pas trouvé de mot, modérée dans ses partis pris, et non pas en rupture totale avec la tradition de la construction en Angleterre.
Voilà hein, les principaux points que je voulais vous indiquer à propos de ces villes nouvelles anglaises qui vont avoir un grand succès et qui vont être considérées comme un modèle à observer, à imiter éventuellement. Et pendant des années, de nombreux observateurs d'Europe continentale, française en particulier, mais du monde entier vont venir examiner de près cette urbanisation nouvelle telle que les Anglais l'ont conçue. Donc, ça a servi un petit peu de modèle, ou en tout cas de champ de réflexion et d'expérimentation tout à fait riche. Et nous en arrivons donc à notre problématique des villes nouvelles en France, qui se situe, vous le voyez, un peu dans le prolongement de ce contexte britannique, mais la période après. C'est-à-dire que les villes nouvelles anglaises ont commencé la décision de les faire a été prise dès la fin de la guerre. En France, les villes nouvelles, c'est plutôt dans les années 60. Donc, on va dire grosso modo 20 ans après, 15 à 20 ans après, que l'État français décide de créer des villes nouvelles. Alors là, parlons maintenant du contexte des villes nouvelles en France. Alors, là, nous sommes, lorsque la décision de créer des villes nouvelles est faite en France, nous sommes dans une période historique particulière. C'est la Ve République, qui vient d'être créée en 1958. Et même si il y avait une réflexion sur des villes nouvelles possibles auparavant, on pourrait dire que c'est vraiment la Ve République, les années 60, qui ont été le moment clé où s'est décidé cette politique urbaine précise. Et c'est important de le comprendre parce que vous savez bien que la Ve République gaullienne, puisqu'on parle de celle-là, est un régime particulier. Nous y sommes toujours, mais la République gaulienne, à l'époque des années de l'âge d'or gaulien, c'est quand même un régime, on va dire, soyons mesurés, un régime un peu autoritaire, avec des aspects autoritaires, en tout cas, à caractère bonapartiste dans son essence, et qui donc, à une époque où déjà la participation du public au grand débat démocratique était relativement limitée, même si la démocratie, comment dire, ordinaire fonctionnait, la démocratie politique fonctionnait, l'administration française, l'État français, les ministères n'avaient pas pour habitude, lorsqu'ils prenaient des décisions d'aménagement, de consulter de façon approfondie la population. Voilà, pour être gentil, ce qu'on peut dire. Hein. Et donc, on prenait des décisions, on était dans un régime où l'État était fort, puissant, il imposait ses décisions, ça se faisait. Hein. Et c'est comme ça qu'on a aménagé la France des années 60 et 70, quand même, hein, avec de très très grands aménagements, et y compris urbains. Alors, cette pensée urbaine de l'époque a été largement dominée, ou en tout cas influencée en profondeur, par un ouvrage qui a eu un impact énorme, sinon dans le grand public, au moins dans les sphères du pouvoir, dans les sphères où des décideurs. En effet, paraît en 1947 une première édition de ce livre ô combien célèbre aujourd'hui, Paris et le désert français, écrit par un jeune géographe, agrégé d'histoire et géo, comme moi, Jean-François Gravier, qui à l'époque a 32 ans, vraiment un jeune géographe. Et ce livre, donc, qui est publié en 1947, est préfacé par rien que moins que Raoul Dautry, qui est à l'époque le grand Manitou de l'aménagement, puisque c'est lui qui est le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. C'est le titre que porte le ministère créé en 1945, le MRU. Et donc, je veux dire qu'il est vraiment patronné par le big chief, hein, par celui qui est aux manettes, là. Ce qui fait que ce livre va avoir un impact considérable dans les milieux qui décident précisément, qui réfléchissent et qui décident à ce moment-là de ce que doit être l'aménagement du pays. Et ce livre, comme je l'ai écrit ici, devient un peu la Bible, hein, de l'aménagement du territoire. Alors ce livre, il faut en parler un peu parce que comme il a eu un impact et qu'on peut imputer
à cet impact la manière dont a été conçu et l'aménagement du territoire et la création des villes nouvelles, il faut en parler un petit peu en détail. Alors, il comporte deux parties. Une première partie constat et une deuxième partie proposition. La première partie constat, en fait, elle est fondée sur cette idée centrale que la France est un grand corps malade. Sur le plan de son territoire, de son organisation spatiale, comme disent les géographes, c'est un grand corps malade qui est atteint de macrocéphalie, qui a une énorme tête, Paris bien sûr, vous devinez, et un grand corps autour qui subit précisément le poids excessif de cette capitale, capitale, à la tête, hein, cette énorme ville qui s'est constituée à la tête du pays, qui certes contribue à la gloire du pays, puisque Paris est célèbre dans le monde entier, elle est célébrée, elle représente quelque chose du pouvoir attractif de la France dans le monde. Mais en même temps, sur le plan économique, à ses yeux, et il bombarde le lecteur d'une batterie de chiffres, c'est pas des paroles en l'air, il essaie de faire une démonstration fondée non pas simplement sur une impression, mais sur des chiffres. Et à ce sens, c'est quand même un livre intéressant, hein, même si on peut contester ses conclusions. Donc, il accumule les statistiques de manière à montrer que Paris agit comme une pompe aspirante, en fait, qui aspire toute la vitalité du pays à son profit et donc appauvrit finalement le territoire et les provinces, puisqu'on parle encore des provinces à l'époque. Hein. Les régions, justement, c'est lui qui va les proposer, notamment, le découpage régional, comme une des solutions à cette hypertrophie parisienne. Donc, la région parisienne pompe le meilleur de la nation, finalement, notamment les campagnes qui sont désertifiées, et c'est vrai que commence à se faire jour, s'accélère peu à peu l'exode rural qui va caractériser la France des années 50 et 60. Rappelez-vous Jean Ferrat, qui chantait... comment c'était déjà que la montagne est belle, etc. Bon. Et qui décriait tous ces paysans secs comme un cep de vigne, mais qui vivaient comme des centenaires et qui allaient s'agglutiner dans les villes pour manger des poulets aux hormones sur des tables en formica. On est dans l'esprit de Jean-François Gravier. Jean-François Gravier est un de ceux qui propagent cette idée d'une ville néfaste qui nuit à ce qu'est la réalité sociale de l'homme et qui donc doit être, sinon combattue, au moins limitée. Et c'est donc son propos. Il faut combattre cette omniprésence de la capitale dans le pays en développant une politique volontariste de développement des provinces, désormais appelées régions, et qui doit donc permettre aux campagnes en particulier et aux provinces en général de se réindustrialiser ou de s'industrialiser si elles ne l'étaient pas, de s'équiper et ainsi de contrebalancer le poids trop important de Paris dans l'économie française. Voilà en gros son propos. Mais alors ce propos va être avoir un impact considérable, notamment par le fait qu'il propose, un des remèdes qu'il propose, c'est un nouveau découpage administratif de la France avec des régions. Donc, vous voyez ici, il esquisse un découpage régional qui va être finalement celui qui va être adopté, avec une quinzaine de régions centrées sur une ville capitale, le Midi toulousain, l'Aquitaine bordelais,
le Languedoc, Montpellier. Vous voyez, il indique donc comment il prévoit un découpage du territoire avec des nouveaux préfets. Attention, ce découpage nouveau n'est pas une rupture par rapport à l'idée de centralisme traditionnel. À la tête de ces régions, il prévoit de placer des préfets, des super-préfets, dotés de pouvoirs supérieurs aux préfets en place, mais il ne s'agit pas encore d'une vraie décentralisation. La décentralisation, telle que nous la connaissons, elle se fera 20 ans après. C'est-à-dire elle découle des lois de décentralisation adoptées par le premier gouvernement socialiste de 81-82, les lois Mauroy en particulier, qui créent à la fois les conseils régionaux et les élections qui vont avec. C'est à partir des années 80 qu'on a commencé à voter pour élire les conseils régionaux. Donc jusque-là, les régions ne sont que des entités administratives dirigées par des préfets. Donc ça reste entre les mains de l'État central. Néanmoins, c'était déjà une vision d'une division du territoire qui va permettre l'émergence de métropoles régionales. Voilà le mot qui va naître à ce moment-là. C'est précisément que par rapport à Paris, il faut que les villes qui existent et qui ont un certain poids et qui ont une certaine influence régionale puissent être développées de manière à devenir de véritables métropoles. C'est à ce moment-là que le mot apparaît dans le vocabulaire administratif et politique en général. Ces métropoles sont déterminées par ce qu'on appelle les zones d'influence, que vous voyez sur la carte de droite ici. Vous avez en carré, les carrés, ce sont les métropoles qui ont été déterminées. Vous voyez, à une certaine distance de Paris, et vous remarquez d'ailleurs que Paris et le désert français, le poids de Paris fait que il faut être à une certaine distance de Paris pour avoir des chances de devenir une métropole. C'est en tout cas le constat qu'on fait sur la carte de France. Car contrairement à d'autres pays, et là il faut faire un peu d'histoire, la France historiquement s'est bâtie sur un État central qui très tôt a placé sa capitale à Paris et depuis l'Ancien Régime donc a développé le poids grandissant de Paris a développé cette idée de centralisation française qui est si caractéristique et qui nous différencie beaucoup de nos pays voisins, hein, en particulier de l'Allemagne. L'Allemagne, on vante souvent les vertus de la gouvernance, ben elle repose sur une structure fédérale. Et pourquoi il y a une structure fédérale? Parce que historiquement, non seulement il y a eu des États allemands qui se sont constitués progressivement en État allemand, comme vous le savez au cours de l'histoire, mais dans beaucoup de ces États sont nés des véritables métropoles régionales. Ce qui caractérise l'armature urbaine ou l'ossature urbaine allemande, c'est précisément l'existence, à côté d'une capitale politique qui est aujourd'hui Berlin, de super métropoles qui ont un poids économique et financier tout à fait considérable. Pensez à Munich, pensez à Francfort, pensez à Hambourg, à Cologne, à Düsseldorf, à Leipzig, etc. Chaque région d'Allemagne a pu développer une métropole qui a vraiment un poids de métropole. La seule métropole comparable en France, c'est Lyon. Hein. La seule métropole qui puisse rivalité avec le poids des grandes métropoles de type allemand, c'est Lyon en France. Et les autres villes de France étaient restées des capitales régionales, mais de taille relativement modérée et sans réelle influence économique. Voilà. Et donc le propos de l'aménagement général du territoire, qui est décidé à ce moment-là, sous la direction de la DATAR, hein, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, c'est ce que ça veut dire, la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action, c'est important, à l'action régionale, la R de la fin, qui est constituée à ce moment-là et qui est confiée à un des grands barons du gaullisme, Olivier Guichard,
comme la région parisienne va être confiée à un autre grand baron du gaullisme qui est Paul de Lovrier. C'est donc sous l'égide de la Datar que s'esquisse cette nouvelle France avec ces grandes métropoles qui vont recevoir des aides, des appuis qu'on va appeler dans le vocabulaire de l'époque la politique de décentralisation, mais qui est en fait une politique plutôt que les économistes ou les géographes appelleront plutôt de déconcentration. Décentralisation, ça veut dire que l'on confie des pouvoirs nouveaux à une entité différente de la capitale. Déconcentration, ça veut dire qu'on déplace géographiquement des entreprises ou des administrations ou des écoles ou des universités, mais que ce n'est pas forcément accompagné d'une dévolution du pouvoir. C'est ça la différence entre les deux mots. Alors, en France, on va pratiquer principalement de la déconcentration. On va déconcentrer de la région parisienne des entreprises industrielles pour favoriser telle région restée pauvre et sous-industrialisée, comme la Bretagne et l'Ouest, qui vont recevoir de l'électronique, les industries nouvelles, depuis la Sarthe jusqu'à la Bretagne, jusqu'à Lannion, qui va devenir un pôle des télécommunications. L'État va essaimer ces entreprises, qui souvent lui appartiennent d'ailleurs, puisque le secteur d'État est encore très puissant. Et dans d'autres régions, on va développer d'autres industries. C'est ainsi que Toulouse va être choisie pour devenir le pôle aéronautique et spatial. Donc on va décentraliser, plutôt déconcentrer, déplacer des entreprises de la région parisienne qui vont venir s'installer à Toulouse pour venir renforcer l'existant. Il y avait déjà à Toulouse une base industrielle, la TECOR, Breguet, mais l'aérospatiale est née à ce moment-là. Enfin, ça a été Sud Aviation à l'époque. On est venu renforcer le tissu industriel aéronautique avec Blagnac, Saint-Martin-du-Touche, qui sont devenus les pôles industriels de Toulouse. Et on a envoyé à Toulouse les grandes écoles supérieures. L'ENAC et Supaéro, à ce moment-là, ont été décentralisés à Toulouse. L'ENAC, c'est pour la formation des pilotes, et Supaéro, c'est l'ingénierie aéronautique. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus s'implanter à Rangueil, précisément, pour renforcer le pôle scientifique de Rangueil. Donc vous voyez, ce processus s'inscrit à ce moment-là dans cette vision de diminuer la puissance de Paris et de développer ces métropoles régionales susceptibles de devenir, comme le dit le vocabulaire de l'époque, des métropoles d'équilibre, pour équilibrer la puissance parisienne. Et dans ce contexte-là, c'est là qu'on va arriver aux villes nouvelles. Les villes nouvelles vont s'inscrire dans ce schéma. On va créer des villes nouvelles, pourquoi ? Parce qu'on est en face d'une croissance urbaine non maîtrisée, très forte, la plus forte que le pays ait connue en réalité. À partir des années 40-50, la France connaît une forte croissance à la fois démographique, baby boom, qui se couple de l'exode rural et du développement urbain. Et donc, le tout converge pour faire des villes, et en particulier des grandes villes, des zones où la croissance est rapidement incontrôlée. Les banlieues prolifèrent. On va à la va-vite combler ces besoins en créant des zones à urbaniser en priorité, les fameuses ZUP, et des grands ensembles où l'on va amasser les populations qui seront logées, seront correctement logées. Mais alors là, on n'est pas dans les New Towns anglaises, on est dans les cités dortoirs. C'est la prolifération des grands ensembles dans les périphéries urbaines, sans équipements sociaux, sans équipements publics, ou qui ne viendront que plus tard. Ça sera avant tout des banlieues dortoirs. Métro, boulot, dodo. On va appeler c'est slogan des années 60. Bon, alors ici, précisément, se place la décision de créer des villes nouvelles. Justement, pour faire face à cette croissance incontrôlée, le gouvernement décide qu'il faut arrêter cette prolifération des banlieues inorganisées ou très mal organisées
et d'essayer d'attirer la population, de fixer une partie de cette croissance démographique dans des entités urbaines nouvelles que l'on va créer de toutes pièces, à proximité des grandes villes, mais surtout à proximité de la région parisienne, dont vous voyez la croissance ici, hein, spectaculaire, en un siècle, comment la population de Paris s'est étendue et elle est passée de un petit million, un million quoi, en gros, au début du 19e, à environ 8 millions à l'époque où nous le plaçons. Hein. Paris et ses banlieues, au milieu des années 60, c'est à peu près ça. Et les projections, si la croissance se poursuit au même rythme, c'est 12 millions et 14 millions à la fin du XXe siècle. Voilà quelles étaient les perspectives. Donc il fallait agir. Et voilà pourquoi on va créer un district de la région parisienne en 61, à la tête duquel on va placer un autre grand baron du régime, Paul de Lovrier, qui a été délégué général en Algérie avant. C'est pas rien, pendant la guerre d'Algérie. Et qui est donc, c'est-à-dire un homme de confiance, hein, c'est fait partie du sérail, c'est les grands barons du régime. Hein. Donc Paul de Lovrier est chargé d'aménager la région parisienne et notamment de créer ces villes nouvelles que vous voyez là. Pardon. Alors, il est décidé, grosso modo, à partir d'une analyse, là aussi, spatiale très précise, des formes de la croissance de la région parisienne, on va décider de créer 5 pôles nouveaux, l'un au nord-ouest ici, dans la région de Cergy-Pontoise, l'un au sud-est, à l'opposé, dans la région de la Seine, ici avec Évry d'un côté et Melun-Sénart de l'autre côté, à l'ouest ou au sud-ouest, après Versailles, la région de Trappes, qui va donner naissance à la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, et à l'est, à partir de Noisy-le-Grand à peu près, la création d'une ville nouvelle appelée Marne-la-Vallée, qui va s'étendre sur une vingtaine de kilomètres environ, hein, aujourd'hui, à l'est de Paris. L'idée étant donc de capter une partie de la croissance démographique qui vient vers la région parisienne et de la fixer dans ces villes nouvelles. Donc là on retrouve les préoccupations des New Towns anglaises, c'est-à-dire il s'agit de créer des vraies villes avec les services afférents, avec les emplois industriels, de services ou administratifs qui vont avec, et de créer des entités urbaines viables d'environ à la louche 200 000 habitants par exemple, vous voyez, une grandeur qui serait raisonnable, qu'on peut arriver à gérer convenablement, de manière à créer, vous voyez, un ensemble de villes qui pourraient facilement atteindre le million ou plus d'habitants, ce qui serait donc quand même un frein assez important à la croissance incontrôlée jusque-là de la région parisienne. Voilà quels étaient un peu les attendus généraux de cette politique. Et voilà ce qu'il en résulte, car elle s'accompagne en même temps d'une nouvelle division administrative. Là, vous avez l'ensemble de la région parisienne sur le plan de son découpage administratif. Jusque-là, il y avait 3 départements. La Seine, qui comprenait Paris, la ville de Paris, et sa couronne de banlieue immédiate, ce qui faisait un département qui avait à peu près 5 millions d'habitants. Et puis il y avait 2 grands départements, un à l'est, la Seine-et-Marne, et un à l'ouest, la Seine-et-Oise. Tout ça est rayé des cartes et on crée 8 départements nouveaux, si je ne me trompe pas, 8 ou 9. Paris intramuros devient un département. Et on divise la banlieue à 3 entités. Seine-Saint-Denis au nord, Val-de-Marne au sud et à l'est, et Hauts-de-Seine à l'ouest. Bien entendu, il y a des considérations politiques là derrière. Vous comprenez bien qu'on se divise la banlieue. À l'ouest, ma banlieue, je veux dire sous-entendu ma banlieue du point de vue de De Gaulle et des gaullistes, hein, la banlieue
des riches, celle qui sera indéfectiblement fidèle à notre camp politique, donc les Hauts-de-Seine, on va dire donnés à la droite, la Seine-Saint-Denis donnée au Parti communiste, et le Val-de-Marne donné à cheval sur la SFIO et le Parti communiste, vous voyez, enfin à la gauche en tout cas. Voilà, donc il y a quand même des considérations politiques dans ces découpages apparemment administratifs. Ils ne le sont pas que administratifs. Et c'est à l'intérieur de ces nouveaux départements que viennent se fixer ces nouvelles entités que sont donc ces villes nouvelles dont vous voyez le périmètre définitivement fixé donc à la fin des années 60 lorsqu'on décide de manière définitive de les créer. Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, Évry et Melun-Sénart. En même temps, pour renforcer et pour faire face à la croissance des métropoles régionales, qui bénéficient aussi du boom démographique, on s'efforce de contrôler un petit peu leur croissance démographique et urbaine en créant à leur porte des sortes de villes nouvelles, dont certaines sont authentiquement des villes nouvelles parce que dans leur constitution et leur esprit, elles sont vraiment des entités autonomes, comme Villeneuve d'Ascq par rapport à Lille, ou l'île d'Abo par rapport à Lyon, mais qui pour d'autres sont des pseudo-villes nouvelles. Par exemple le Mirail, dont je dirai un mot la prochaine fois plutôt qu'aujourd'hui. La ville nouvelle du Mirail, qui est conçue justement dans ce même contexte. Au début des années 60, on décide de créer un nouveau quartier, on va dire, une extension urbaine autour du château du Mirail, à l'ouest de Toulouse. Voilà, alors ça c'est le panorama général, et voilà un exemple. Vous voyez, dans les pages de Paris Match apparaît une nouvelle entité qui est la ville de Cergy-Pontoise. Ça, c'est le premier quartier construit qui définit un petit peu le cœur de la ville à ce moment-là, avec en particulier une préfecture. Ce qu'on a voulu pour ces villes comme Évry ou Cergy, c'est précisément de créer tout de suite un niveau d'équipement qui soit celui d'une authentique ville ayant un vrai pouvoir, et notamment des préfectures avec ce qui va avec, toutes les administrations qui accompagnent une préfecture. Donc c'est le cas de Cergy-Pontoise ou de Évry, qui sont donc à la tête d'un département. Alors voilà la fameuse pyramide inversée qui a été choisie comme architecture emblématique. C'est la modernité des années 60 à la française. On peut discuter de ses qualités. Hein. Bon, c'est le même architecte qui a fait le camembert de la maison de la radio, vous voyez, à Paris. Bon, ça fonctionne, c'est fonctionnel, mais c'est quand même pas un monument extraordinaire du XXe siècle. En tout cas, c'est la mode des pyramides inversées. Ça fait moderne, hein, ça fait nouveau, ça fait neuf, c'est bien. Voilà, et c'est toujours en place. Hein. Vous avez le même genre d'immeuble, pas loin d'ici, là, en sortant, sur l'avenue là, qui borde sur l'Azur. Vous avez l'immeuble administratif qui était autrefois France Télécom. C'est aussi une petite pyramide inversée. C'était la mode à cette époque-là, ça faisait très moderne. En tout cas, vous voyez, c'est un événement qui fait presque la une de Paris Match. Ça rentre vraiment dans la conscience publique que la création de ces villes nouvelles. Alors, à propos de Cergy-Pontoise, ce qui est intéressant à noter, c'est que précisément dans la stratégie d'implantation de ces villes, il est fortement question, vous le voyez là sur cette carte que j'ai choisie exprès, des questions des relations avec la ville capitale et du réseau de relations qui peut s'établir pour que cette ville soit à la fois autonome, certes, mais en même temps très bien reliée à l'ensemble de la région urbaine. Ça a été une préoccupation majeure, que ces villes ne soient pas isolées, mais qu'elles soient très bien reliées, pour toutes sortes de raisons.
mais en tout cas qu'elle soit très bien reliée au cœur de la capitale. D'où l'idée qu'on va essayer de développer des moyens de transport ultra modernes, et s'il le faut, innovants. On va en dire un mot. Et si je prends le cas de Pontoise, vous voyez bien justement que ce sont des entités urbaines qui sont composées obligatoirement en France, vu l'émiettement communal, par au moins plusieurs communes, si ce n'est parfois jusqu'à presque une vingtaine de communes. Donc ça pose des questions d'administration assez nouvelles. Il a fallu constituer des entités particulières pour gérer cet ensemble. Alors, le fait est que la seule ville qui existait, authentiquement ville, c'était Pontoise, ici. Et que tout le reste était plutôt des bourgades qui émaillaient le territoire, dans un territoire resté globalement plutôt rural, agricole. Où le point fort était la boucle, ici, le très beau méandre de l'Oise, qui était en même temps, qui entourait, vous le voyez, des étangs, qui étaient à la fois des étangs naturels, mais aussi certains étangs étaient le résultat de dragage, vous voyez, de sablières, comme on en a ici, conçu, vu dès le départ comme devant recevoir des équipements de loisirs et de sport. Car un des soucis également, j'ai oublié de le dire, dans l'esprit des dirigeants de l'époque, en France, de manière générale, c'est qu'il fallait, on entre dans l'ère des loisirs, et dans la civilisation des loisirs, et que le développement du sport et des activités de plein air doit accompagner le développement urbain. Ça, c'est un souci constant, et donc il y a tout un tas d'équipements qui vont se faire en France, et notamment dans ces villes nouvelles, vers cet objectif. Et je vous montre là la carte, parce que là on a un peu une image finalement de ce qu'est le problème de ces villes nouvelles. Vous voyez, je crois que l'impression visuelle qu'on retire de cette carte, c'est qu'on a quelque chose quand même qui est un peu émietté, vous voyez. On a l'impression qu'on a une juxtaposition de quartiers, de zones urbaines particulières, mais qu'on ne distingue pas clairement un vrai centre urbain. Et c'est ça un des problèmes que posent ces villes nouvelles en France. Elles ont été programmées, planifiées, certes, mais il a manqué un maître d'œuvre pour leur donner véritablement une cohérence en tant que ville. Et même encore aujourd'hui, au-delà des efforts qui ont été faits, notoires, pour essayer de les constituer en ville au sens plein du terme, elles restent caractérisées, moi je crois que c'est l'impression que j'ai toujours quand je les traverse, que je les borde, c'est qu'on a affaire à des villes un peu mystérieuses, dont on se demande où se trouve le centre. Vous voyez, on ne sait jamais très bien où l'on est, alors que dans une ville traditionnelle, on va dire, il y a, malgré les défigurations des périphéries actuelles, on a quand même le sentiment, assez rapidement, à l'œil, que l'on se dirige vers le centre et qu'on y est. Il y a un moment où on se dit « Ah, ça y est, je suis au centre ». Dans une ville nouvelle française, c'est difficile de se trouver dans un centre. Effectivement, c'est plus une juxtaposition de centre qu'un véritable organe qui présiderait à l'organisation d'ensemble. Et alors, curieusement, c'est précisément, je parlais des loisirs et du sport, c'est précisément l'identité, puisque souvent il est question d'identité. C'est un thème ô combien d'actualité, l'identité. Alors, l'identité d'une ville. L'identité d'une ville, c'est, comme je disais à l'instant, c'est souvent son centre historique, qui pour tous les habitants définit ce qu'est la ville où ils habitent. Il y a une cathédrale, il y a un quartier ancien, il y a ceci, cela. Bon. Ici, il n'y en a pas, cet élément n'existe pas, ou très peu. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un aménagement fait par un plasticien, il se trouve qu'il est israélien d'origine, Dani Caravan, c'est un très grand plasticien, assez connu dans les années 80-90, qui a conçu un aménagement à caractère architectural, sculptural et d'aménagement du terrain, du territoire,
qui finalement donne aux habitants de Cergy-Pontoise l'impression d'avoir quelque part un centre urbain, ou en tout cas un endroit qui fonctionne un peu comme cela. C'est ce fameux axe majeur qui part des coteaux de l'Oise, qui descend le long de ces coteaux et se dirige vers le grand méandre que vous avez vu sur la carte, et qui se poursuit comme ça sur plusieurs kilomètres. Il fait plus de 3 kilomètres de long. Il se dirige, vous le voyez sur un plan plus rapproché, vous voyez à l'horizon, vous avez la Défense. Hein, là-bas au fond, c'est la Défense, donc Paris proprement dit, et ici le Mont Valérien, pour vous situer les choses, vous voyez. Et vous avez donc cet axe majeur, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui en fait est devenu, pour beaucoup de gens de Pontoise, de Cergy-Pontoise, le lieu où se retrouver. Et il y a tout un tas d'activités comme ça, en grappe, qui se définissent autour de cet axe majeur, dont le nom n'a pas été choisi par hasard. Axe majeur, vous voyez qu'il y avait l'idée quand même de constituer quelque chose qui pourrait être une sorte de cœur de ville. Voilà une vue aérienne qui vous donne à voir un peu l'ampleur de cet aménagement qui est aujourd'hui classé. Hein. Mais vous remarquez au passage combien justement les coteaux urbanisés ont l'air de se diluer. Vous voyez, on ne voit pas hein, de centre urbain caractérisé. Mais ici, par exemple, voilà qui pourrait faire office de centre urbain, ou en tout cas de lieu central dans la ville. C'est une architecture, vous reconnaissez la patte de Ricardo Bofill, bien sûr, qui a été à l'époque architecte star hein, des villes nouvelles et de Montpellier. Donc c'est l'époque où Bofill multiplie les chantiers, je vais en reparler là, et c'est lui qui préside un peu à la tête de cet axe majeur, d'où il part à partir de cet obélisque ici, qui définit son départ géométrique, vous voyez, à travers cette faille architecturale, là, ici, hop, et l'axe majeur se faufile vers le bas. Voilà quelques vues, vous voyez, pour vous rendre compte. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est précisément l'exemple d'une tentative pour essayer de donner une âme à une ville, lui donner quelque chose qui permette aux habitants de s'identifier à elle. Et on voit effectivement se multiplier les activités autour de cet axe majeur. De manière générale, ça a été donc ces villes nouvelles ont été un terrain d'expérimentation d'architecture et de technologie novatrice. Alors, juste un petit aperçu. Exemple, à Évry, donc là au sud-est de Paris, il y a eu dès le départ un grand concours pour un certain nombre de quartiers, d'habitations, concours internationaux, qui ont permis à plusieurs équipes de présenter des projets tout à fait intéressants et qui préfigurent, justement, puisque on est dans la problématique de la ville du futur, ce que pourrait être une ville de l'avenir. Alors voilà, justement ici, c'est le premier concours auquel a concouru l'atelier d'architecture de Ricardo Bofill, qui venait de Barcelone, vous le savez, où il a fait ses premières armes. Donc, en ce début des années 70, il concourt avec une équipe française, avec Henri Siriani, et il propose ce qu'on commence à appeler à l'époque une mégastructure. Mégastructure, c'est pour rompre avec la logique des cités dortoirs sans âme et dépourvues d'équipements ou mal équipées et tardivement équipées, concevoir d'entrée des ensembles de grande taille qui soient intégrés, c'est-à-dire qui intègrent un grand nombre de fonctions en leur sein. Non seulement la fonction habitat, logement, mais la fonction commerciale, la fonction service, enfin, tout ce qui constitue la vie de la ville, les aménités urbaines, comme on les appelle parfois, réunies en un même lieu, dans des structures conçues pour fonctionner de manière cohérente et intégrée, et qui offrent, vous voyez ici une vue de la maquette, ce sont vraiment des constructions de très grande taille, voilà pourquoi on les appelle mégastructures,
Et en même temps, voilà des vues de ce projet par les architectes eux-mêmes, qui proposent de créer une véritable rue intérieure, vous voyez, qui permettent de retrouver, on est au moment précisément, c'est ça qui est intéressant dans cette problématique des villes nouvelles, à ce moment précis de notre histoire, c'est le moment où on comprend que la dictature de la charte d'Athènes, mal appliquée, disons la dictature de l'administration française, dirigée par un corps d'ingénieurs qui a été particulièrement néfaste à ce moment-là, le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, pour ne pas le nommer, qui était aux manettes, la technocratie française à ce moment-là, est dominée par ce corps des ingénieurs qui, eux, ont imposé avec l'administration conjointement des vues urbaines tout à fait étroites, qui a constitué justement à ces fameux grands ensembles constitués de bars et de tours d'une monotonie désespérante et qui surtout ont détruit la rue. Car le grand ennemi, vous le savez, chez Le Corbusier, c'est la rue, le chemin des ânes. Hein, il faut supprimer la rue qui est dangereuse, etc. Bon, c'est un non-sens urbain. Donc on a supprimé la rue. Résultat, on a créé des quartiers sans âme. Et donc la problématique de ces années 70, c'est de retrouver l'esprit de la rue. Et donc on va essayer de concevoir des ensembles nouveaux avec cette idée de rue intérieure, de manière à ce que les gens se retrouvent que la vie est d'abord une aventure, que la ville est d'abord une aventure sociale. Avant d'être une aventure architecturale, ça doit être une aventure sociale. C'est un peu toutes ces théories qui fleurissent à ce moment-là en réaction contre ce qu'a été le désastre absolu des banlieues françaises des années 60. En particulier, je pense aux écrits de Henri Lefebvre, un sociologue qui justement préconise le retour à la rue et à l'appropriation par ses habitants de la ville. Voilà des exemples, vous voyez, c'est une coupe qui vous montre à quoi aurait pu ressembler l'intérieur de ces mégastructures, avec la rue intérieure et des appartements en encorbellement, pour créer des effets particuliers, proches parfois des effets de Casbah ou de Médina, vous voyez, où la vie s'insinue à travers l'habitat. Voilà un peu les idées qui circulent. Ce projet ne sera pas retenu, et celui qui sera retenu, c'est le projet d'Andro et Para, qui sont là à leur début, et qui ont proposé donc l'architecture des pyramides, qui sont aujourd'hui célèbres à Évry, le quartier des pyramides. Voilà leur maquette, vous voyez, avec une architecture qu'on va appeler à l'époque proliférante, parce qu'elle est conçue comme étant constituée d'éléments, de modules, que l'on peut agencer de manière souple et évolutive, de manière à ce qu'on n'ait pas d'une architecture figée, mais qui peut évoluer dans le temps. Et voilà ces pyramides en construction, avec en même temps une polychromie qui est introduite de manière à créer des effets de matière, de couleurs, et surtout de formes plastiques tout à fait intéressantes. Les voilà en construction, au début des années 70, et en voilà un aspect, vous voyez, avec la tentative de créer à l'intérieur d'immeubles de grande taille, donc une sorte de méga structure, quand même une intimité de chaque appartement, avec, vous voyez, beaucoup de terrasses qui sont possibles grâce à cet agencement particulier de ces cellules d'habitation. Toujours à Évry, voilà un bon exemple d'une ville qui essaie de créer un centre urbain et qui va réunir, comme par hasard, les deux entités, les deux constructions qui sont symboliques du village et de la ville, l'hôtel de ville et l'église, en l'occurrence ici la cathédrale. À Évry, on construit une cathédrale. C'est la dernière cathédrale qu'on a construite en France, hein, à Évry, et la seule.
au XXe siècle. On a reconstruit les cathédrales détruites, mais on n'a pas construit de nouvelles cathédrales. Évry est la première nouvelle cathédrale. Et vous voyez donc une architecture originale, couverte de briques, ce cylindre biseauté, tout à fait original, qui est l'œuvre de Mario Botta, l'architecte suisse Mario Botta. Et vous voyez ici sur la photo l'hôtel de ville, la cathédrale qui se côtoie, et là à droite, ou là derrière, je ne me rappelle plus, je crois que c'est plutôt derrière, la chambre de commerce. Donc on essaie de recréer, vous voyez, un pôle urbain central avec des activités centrales caractéristiques de la ville traditionnelle. Les pouvoirs publics, l'Église et l'économie sont réunis en un même lieu pour recréer une agora, ici, ou une simili-agora en tout cas, au cœur de la ville. Alors un mot sur cette cathédrale est à la fois originale par sa forme et par son matériau. Il a utilisé là la brique de Toulouse. Il a fait venir de Toulouse des centaines de milliers de briques, la brique foraine toulousaine ordinaire, et qui revêt donc l'ensemble de ce cylindre. Il y en a des centaines de milliers, hein, et pour créer des effets plastiques tout à fait intéressants. Et bon, une présence quand même, c'est un monument qui tend à créer une présence au cœur de la ville. Par ailleurs, vous voyez de plus près les effets plastiques de la brique, et vous avez vu de l'arrière, vous voyez comment c'est un cylindre coupé en biseau avec une couronne d'arbres qui viennent s'installer là, tout à fait original. En fait, si on cherche bien, dans les dessins de Claude Nicolas Ledoux, vous vous rappelez Ledoux et la saline d'Arc-et-Senans, dans ces projets de ville idéale, hein, autour de la saline, il y avait des bâtiments qui avaient un petit peu cette allure. Donc, oui, les architectes n'inventent pas tout, hein, ils ont souvent des référents anciens qu'ils remettent en circulation. Et puis, voilà un autre exemple, hein, d'ensemble bâti à cette époque-là, spectaculaire, une méga structure pour le coup, mais là il n'y a pas de fonction économique intégrée, ce n'est que de l'habitat, mais à la mesure, je veux dire, des temps nouveaux, hein, pour Beaufil, il faut concevoir un habitat populaire de qualité, il faut renouveler la notion de HLM et proposer donc des grands ensembles qui restent des grands ensembles en termes de logement, mais qui offrent une architecture qui soit quand même autre chose que les habituels bars et tours. Donc il opte pour quelque chose qui pour lui est une référence directe à la tradition française. Ricardo Beaufil, je suppose que vous connaissez tous le quartier d'Antigone de Montpellier, il est dans la lignée, il se veut dans la lignée de la grande architecture française. On fait des grandes compositions urbaines, organisées selon des axes de symétrie, avec, vous voyez, une géométrie implacable, qui est tout à fait dans la tradition de l'architecture et de l'urbanisme à la française depuis le XVIIe siècle, depuis Versailles, par exemple. Et il essaie de l'appliquer au logement populaire, en proposant une architecture qui, elle aussi, s'inspire de la grande architecture française, dont vous retrouvez une sorte de néoclassicisme, avec pilastres, piliers, frontons, etc. Tout le vocabulaire formel, mais appliqué au XXe siècle, avec des méthodes de construction qui veut aussi, dans la tradition française, il veut construire en utilisant les méthodes donc, de l'industrialisation que précisément la France a utilisées à grande échelle pour construire ces grands ensembles dans les décennies précédentes. Et il veut donc, ces bâtiments sont des bâtiments faits d'éléments préfabriqués. Donc il synthétise deux grandes traditions françaises, la grande tradition esthétique de l'urbanisme classique, rénové, et d'autre part, la tradition récente de la construction française, du préfabriqué et de l'industrialisation du bâtiment.
Voilà ce qu'il prétend faire. Et il nous propose cet ensemble absolument saisissant qu'il appelle le Palacio d'Abraxas, qui comprend trois éléments: le palais lui-même, le Palacio ici, le théâtre. Donc voilà l'entrée, vous voyez, comme une grande faille à l'intérieur du bâtiment. Voilà à l'intérieur du théâtre, avec ces bâtiments étonnants, avec ces beaux windows verticales, hein, vous voyez, qui viennent scander la façade de ce qu'il appelle le théâtre. Et à droite, vous le voyez ici, là, l'arc. Voilà l'arc. Il y a trois entités comme ça, qui juxtaposent et qui forment cet ensemble saisissant à Noisy-le-Grand, qui est le début de Marne-la-Vallée, si vous voulez. Hein. Et tout à côté, un autre compère a produit également une architecture tout à fait saisissante qui s'appelle les arènes Picasso. C'est à 500 mètres de ça. Donc vous voyez, c'est pour illustrer le fait que ces villes nouvelles ont été le théâtre, le lieu d'expérimentation, de propositions architecturales qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main en pensant que tout ça c'est du beau fil. Non, je crois qu'il y a une pensée architecturale et urbaine derrière et qu'il faut en tenir compte si on veut analyser, je dirais de manière posée, les résultats de cette urbanisation. Et voilà par exemple un exemple de ce qu'il propose. C'est ce qu'on a appelé à l'époque dans la presse le Versailles pour le peuple. Ce sont des HLM conçus comme un véritable palais, comme une pièce princière au bord de l'eau, comme les Versailles. Et voilà pourquoi on a pensé immédiatement à Versailles. Effectivement, ces HLM architecturés selon les principes du grand siècle constituent des pièces vraiment royales au bord d'une pièce magnifique qui se prolonge. Voilà. Donc sur la pièce d'eau, il y a ce qu'on appelle le viaduc. Et de l'autre côté de la pièce d'eau, vous avez cet ensemble tout à fait majestueux, en forme de grand temple et de grand arc également, qui fait penser au crescent des villes comme Bath en Angleterre, les croissants qui sont caractéristiques de l'architecture baroque britannique. Oui, les références. Je veux dire que ces gens-là, ce n'est pas des incultes. Attention, ce n'est pas des architectes qui font n'importe quoi. Ils ont une pensée architecturale. Et voilà, à l'intérieur, vous voyez à quoi ressemble cet ensemble dont je rappelle qu'il s'agit de logements de type HLM, en location ou en accession. Donc c'est destiné au peuple, pour parler vite. Voilà les fameuses arcades aussi. Vous voyez comment ces arcades font référence à l'architecture classique, vraiment, même italienne, on pourrait dire. Et puis, ça a été le lieu d'invention également tout à fait innovante. On a essayé de trouver des moyens de transport nouveaux. Et en particulier, on a confié à un ingénieur, Bertin, un projet de liaison rapide. C'est à l'époque où on cherchait des moyens de transport ultra rapides pour accélérer les déplacements. Et lui, il a conçu donc ce qu'il appelait l'aérotrain, c'est-à-dire une adaptation de moteur d'avion au ferroviaire, si vous voulez, en gros, et qui aurait circulé sur une structure bâtie comme une sorte de lame de béton, sur lequel, grâce à la lévitation procurée par le moteur, le véhicule aurait circulé un peu sans frottement sur ce rail de béton. C'est un principe important dans la recherche des moyens de transport rapides aujourd'hui, c'est que le maglev, le transport ferroviaire le plus rapide du monde à l'heure actuelle, qui a atteint 600 km/h, circule. C'est un système d'aimant qui permet aux véhicules de circuler sur un rail, sur un monorail finalement, en suspension. Et donc du coup vous supprimez le frottement. S'il n'y a plus de frottement, le véhicule il n'y a que le frottement de l'air. Mais le frottement sur le support, il n'existe plus. C'est ce qu'on appelle le maglev, développé par les Siemens et les Chinois. À cette époque-là, donc, Bertin essayait d'inventer
l'aérotrain, et on a pu voir, moi j'ai vu, vous avez dû voir, quelque part au nord d'Orléans, sur une vingtaine de kilomètres à un moment donné, on avait construit une piste d'essai où on voyait régulièrement circuler l'aérotrain qui pendant plusieurs années a fait des essais. Mais finalement on l'a abandonné, je dirais heureusement, parce que si vous imaginez un moteur d'avion circuler, vous voyez, un genre de propulseur à réaction, circuler sur un rail dans une zone urbaine, je vous laisse imaginer le niveau sonore. Donc ça a été abandonné finalement, et à la place ou à côté, un autre procédé a été développé, très intéressant, là encore. Voilà une invention. À quoi ça a servi les villes nouvelles? Le véhicule autonome léger, développé par Siemens et Matra, et qui a été, c'est le métro automatique léger, celui que vous connaissez à Toulouse maintenant, et qui a été pour la première fois construit en France entre Lille et Villeneuve-d'Ascq. Le métro de Lille fonctionne comme ça. Voilà une belle invention qui a eu un grand avenir et qui est née dans les villes nouvelles. Et justement, a été adoptée dans la foulée par Toulouse au début des années 80 pour faire la première ligne entre le centre de Toulouse et le Mirail. Donc voilà le plan. Voilà la ville de Toulouse et la ligne dont vous avez vu la photo qui franchit le périphérique ici vient desservir le nouveau quartier du Mirail. Donc vous voyez le plan prévu au départ de villes, de méga structures proliférantes. Mais je n'en parle pas davantage aujourd'hui. Bon, évidemment, comme d'habitude, j'ai fait que la moitié de ce que j'avais prévu. Alors, écoutez, on va quand même en parler. Puis, alors, je finirai la prochaine fois avec ça. Alors, de nouvelles capitales pour le tiers-monde. En effet, nous sommes à l'époque, dans ces années 50-60, où le tiers-monde s'éveille, selon l'expression bien connue d'un écrivain. Le tiers-monde s'éveille. Le tiers-monde, je vous rappelle, ça signifiait, c'était l'ensemble des pays anciennement colonisés, plus ou moins, ou dominés par les pays d'Europe occidentale et les États-Unis, et qui constituaient un nouvel ensemble de pays, ni alignés sur les pays occidentaux, si vous voulez, non alignés, c'est le mot qu'on employait, sur les pays occidentaux, ni alignés, bien sûr, en particulier sur les pays du bloc communiste, puisqu'on était à l'époque de la guerre froide et de l'opposition des blocs. Le tiers-monde, c'était l'ensemble de ces pays que certains appellent aujourd'hui le Sud global, qu'on a inventé, mais bon, c'est vraiment très discutable. Bon, le tiers-monde, c'était par allusion au tiers-État, hein, le tiers-État qui constituait la plus grande partie de la population, mais qui était privé de pouvoir. Donc certains ont proposé d'appeler ces pays comme ça. En tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est que ces pays qui veulent s'affirmer dans le monde moderne conçoivent donc des villes nouvelles qui sont à la fois des outils pour leur émancipation et en même temps qui ont une forte valeur symbolique. C'est le cas de ces deux villes que j'ai choisies, Chandigarh et Brasilia, l'une en Inde et l'autre au Brésil. Chandigarh, qui sera, on va retrouver notre ami Corbu, on va retrouver Le Corbusier, puisque c'est lui qui finalement hérite du chantier après des péripéties, parce que au départ c'était un architecte américain et une équipe américaine qui avait été contactée, puis l'un des deux architectes en chef est mort prématurément, accidentellement, et du coup l'équipe a renoncé à ce chantier, et finalement le gouvernement indien a contacté l'équipe de Le Corbusier qui a accepté et qui est donc devenu l'architecte en chef et urbaniste en chef de cette ville de Chandigarh. Alors où sommes-nous? Nous sommes au nord de l'Inde, dans une région éminemment importante au point de vue agricole et politique, qui est le Pendjab. Vous voyez, le Pendjab, c'est cette région ici, au nord de l'Inde. Voilà, New Delhi, la capitale. Nous sommes en 1947, et vous savez que malheureusement, suite à l'indépendance,
il y a une partition, d'ailleurs accompagnée de massacres sanglants entre les communautés musulmanes et hindouistes, entre les deux entités qui vont former deux États différents, l'Union indienne et le Pakistan, le pays des purs, ça veut dire Pakistan, où se regroupe une bonne partie de la population musulmane. Et du coup, il y a une partition du pays, voilà la frontière ouest, et voilà la frontière est ici, qui va déterminer plus tard le Bangladesh. Alors ce qui nous intéresse, c'est ici le Pendjab. Le Pendjab, c'est la plus riche région, une des plus riches régions agricoles du pays, grenier à blé notamment, et elle est divisée en deux par la nouvelle frontière. Et la capitale traditionnelle du Pendjab, Lahore, se trouve être au Pakistan. Donc le Pendjab indien manque d'une capitale, forme un État, mais n'a pas de capitale. Donc le Premier ministre Nehru décide de doter cet État d'une nouvelle capitale. Voilà l'origine de Chandigarh. Le voilà, Nehru, vous le voyez, avec Le Corbusier, visitant le chantier en cours de la ville. Alors donc, pour Nehru, Chandigarh se veut une ville symbole. Nehru, vous le savez sans doute, c'est le Premier ministre qui veut que l'Inde accède à la modernité avec un régime politique tout à fait neuf pour la région, qui est un État laïque. Il veut construire une Inde laïque qui ne dépende pas des religions. Tâche ô combien difficile. Et donc, pour lui, cette nouvelle capitale doit incarner aux yeux du monde cette volonté indienne de rentrer dans la modernité du XXe siècle et de se hisser au-delà des traditions millénaires de ce pays. Voilà un peu le dessein général de Nehru. Et c'est à cette fin donc qu'il convoque Le Corbusier finalement qui symbolise aux yeux du monde entier précisément la modernité en architecture. Alors Le Corbusier en fait reçoit à sa charge la conception d'ensemble de la ville et la réalisation de la partie du quartier qui se trouve ici, qu'on va appeler le Capitole, où seront regroupés les organes du gouvernement de l'État du Pendjab, c'est-à-dire le Parlement, le palais de justice, le siège du gouverneur, c'est-à-dire tout ce qui concerne le gouvernement de l'État. Tandis que le reste de la ville obéit à une autre logique. Le reste de la ville doit être une ville qui est censée accueillir les employés de ces ministères, de cette administration, mais aussi toutes sortes d'autres habitants, et constituer une ville nouvelle, capable également de vivre en autonomie. Le Corbusier reçoit donc cette commande-là, et il délègue une partie de son travail à une équipe constituée autour d'une architecte britannique qui s'appelle Fry, et également de son cousin, dont je vous ai parlé dans un cours ancien, Pierre Jeanneret. Vous savez que Le Corbusier s'appelait Charles-Édouard Jeanneret. Son cousin Pierre avait été longtemps son collaborateur au sein de l'atelier de la rue de Sèvres dans les années 30, à l'époque de Charlotte Perriand aussi. Et justement, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand vivaient ensemble dans les années 30 et étaient tous les deux sur des positions, on va dire, très progressistes, même très engagées, notamment au moment du Front populaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont fâchés avec Le Corbusier, parce que Le Corbusier, comme je vous l'ai dit, était plutôt quelqu'un qui politiquement, on le situerait plutôt à droite, hein, grosso modo, en simplifiant. Même s'il était progressiste, mais dans l'échiquier politique, il était plutôt à droite. Et ils se sont donc un peu chamaillés, on va dire, entre Charlotte, Pierre et lui, au moment du Front populaire, où eux étaient très engagés. Et donc ils se sont séparés. Ils ne s'étaient plus vus depuis. Et c'est à l'occasion de ce chantier que Pierre retrouve Charles-Édouard et qui se réconcilie. Et Le Corbusier donc confie à Pierre
comment dire, le suivi du chantier. Il devient son architecte de terrain, celui qui est présent tout le temps, au jour le jour, sur le chantier, alors que lui vient régulièrement, mais il ne vient que, en gros, 2 fois par an. Pendant presque quand même une dizaine d'années, hein, le Corbusier viendra 2 fois par an sur place pour vérifier le bon avancement du chantier. Donc ça a été pour lui un chantier de longue haleine auquel il s'est beaucoup attaché, et donc il faut considérer à cet aune-là. C'est quand même quelque chose qui est important dans la carrière. Même si, paradoxalement, en fait, la ville qui en résulte n'a pas grand-chose à voir avec les plans rêvés de la charte d'Athènes. La ville dont on parlait beaucoup, la ville radieuse, n'a qu'un lointain rapport avec ce que devient la ville indienne de Chandigarh, qui est une ville horizontale et non pas du tout verticale, si ce n'est au Capitole, où il y a effectivement de très grands bâtiments de type traditionnel corbuséen. Voilà, justement, est-ce qu'on a le temps de... Oui, allez, on finit Chandigarh, hein, au grand galop. Alors, les bâtiments du Capitole, vous voyez, c'est un espace monumental où vont venir se construire plusieurs bâtiments de grande taille, dont le palais de justice avec ses magnifiques claustras de béton, hein, qui ajourent la façade, et où tout est conçu pour que l'air circule. Hein, vous voyez, là, ce n'est pas de l'air conditionné. On est en climat semi-tropical au nord de l'Inde, où il peut faire très très chaud, et donc on a conçu l'architecture qui tient compte de ça, avec des pièces d'eau également, qui agrémentent le paysage, dont le palais de justice, le Parlement, avec cette magnifique, je ne sais pas comment dire, corniche, enfin, ici, cette super structure qui vient couronner ces lames, vous voyez, que l'on va retrouver à Brasilia également, chez Niemeyer. Ici, donc, le Parlement, qui est surmonté, voilà, le Parlement, et qui est surmonté par ces superstructures, un peu énigmatiques, mais comme aime le faire à ce moment-là le Corbusier, qui a un côté un peu baroque à ce moment-là. Vous vous rappelez le couvent de la Tourette, peut-être, ou l'église de Ronchamp. Il est en train de faire Ronchamp. Donc, il faut qu'il vous replacez le Corbusier dans son contexte, dans son évolution personnelle. Le Corbusier, en tant qu'architecte, il est architecte, mais c'est aussi un plasticien, c'est aussi un sculpteur, c'est aussi un peintre. Et tout ça est mélangé. Donc, quand il fait de l'architecture, il fait aussi de la sculpture. Il fait un peu de tout. Et il y a souvent des pièces comme ça qui n'ont pas forcément de fonction particulière, si ce n'est qu'elles ont une fonction esthétique. Voilà. C'est un plasticien. Et vous voyez, il conçoit également, comme on les trouve à Ronchamp, ces entrées en métal émaillé qui sont un petit peu son dada à ce moment-là. Voilà le bâtiment des ministères, qui est une très belle promenade architecturale, au dire de ceux qui l'ont visité, pas moi, en tout cas, qui a un peu une allure de ces unités d'habitation, vous voyez, mais ici appliquée à une fonction précise, qui est la fonction bureau. Et puis, cette fameuse main ouverte, qui est également un peu un de ces dadas à ce moment-là, qu'il tient à construire sur une partie qui est une sorte de forum, voilà, et qui pour lui symbolise un petit peu sa volonté d'ouverture, ouverture au monde. Vous voyez un petit peu, on est à un moment où on espère que le monde sera différent après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Son organisation, il est fait de grands districts, on pourrait dire, qui font à peu près 1,2 km sur 600 mètres, vous voyez, de large, 600 à 800 mètres dans le cas. Voilà ces grandes unités, à l'intérieur desquelles il y a les équipements de base pour toute une communauté. Écoles et services publics, commerce, etc. Vous voyez qu'elles sont traversées par des coulées vertes. Voilà, ici par exemple. Et c'est là qu'il met en application de façon assez rigoureuse sa théorie qui a lentement mûri
de séparation des voies de circulation et qu'il présente sous la forme de la théorie des 7 V. À ses yeux, les voies de circulation doivent être séparées en 7 niveaux hiérarchisés qui correspondent à des vitesses et à des fonctions différentes. Je vous lis ce qu'il en dit lui-même. Les 7 V sont les V1, routes nationales ou de province, traversent le pays et les continents. Les V2, création municipale, type d'artère essentielle d'une agglomération. Les V3, réservées exclusivement aux circulations mécaniques. Elles n'ont pas de trottoir, aucune porte de maison ou d'édifice n'ouvre sur elles. Des feux de couleur régulateurs sont disposés tous les 400 mètres, permettant ainsi une vitesse considérable. Le V3 a pour conséquence une création moderne de l'urbanisme, le secteur. C'est ça qu'il appelle le secteur, hein, ces rectangles, irrigués par les V3. Le V4 est la rue marchande du secteur. Le V5 pénètre dans le secteur, conduit les véhicules et les piétons aux portes des maisons, avec l'aide encore de la V6. Et la V7 pour terminer, et la voie alimentant tout au long la zone verte où sont les écoles et les sports, et donc où on peut circuler à pied, vous voyez, à l'abri. Voilà un peu cette vision. Je finis. Et lui, il ne s'occupe pas des quartiers résidentiels autour. Ils sont confiés à ses architectes collaborateurs qui donc imaginent un habitat relativement bon marché, conforme un peu à la tradition indienne. Ça va aller. Vous voyez, avec des matériaux simples, comme ici la brique par exemple, et faciles d'accès, mais qui sont hiérarchisés par catégories socio-professionnelles. On dirait nous, hein, un CSP. Donc ça va de CSP- à CSP+. Il y a toutes les hiérarchies de l'administration indienne qui sont représentées par des quartiers différents, d'où des types d'habitats différenciés. Vous voyez, on peut très bien lire dans cette architecture quasi vernaculaire la hiérarchie sociale. Alors voilà, ça c'est une ville qui était donnée pour à peu près 500 000 habitants. Mais là, c'était les projets au début. Ben, comme vous savez, ces pays ont connu une véritable explosion urbaine, démesurée, et donc du jour au lendemain, enfin très rapidement, ils vont être submergés en périphérie par un habitat spontané, un habitat sauvage, entre guillemets, qui va se créer aux portes de la ville pour accueillir tous les gens qui espèrent venir travailler et vivre dans cette ville. Et donc, évidemment, on va voir fleurir, comme partout dans le tiers-monde précisément, des bidonvilles, des quartiers pauvres, des quartiers miséreux, comme cela, surtout en Inde, où l'explosion urbaine est particulièrement violente. Et donc, pour finir sur cette ville, elle reflète bien, finalement, d'une certaine manière, ce qu'est l'Inde en réalité. Avec d'un côté une Inde qui est déjà dans la modernité, effectivement, et de même dans l'ultra-modernité. Et vous savez que l'Inde est aujourd'hui le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde, en particulier dans l'informatique, et qu'elle est un des pays en pointe là-dessus, et que par ailleurs, elle offre le spectacle absolument abracadabra de cette misère aux portes de l'hyper-richesse. Donc, Chandigarh n'échappe pas à ce piège-là, et autant les quartiers résidentiels centraux sont tout à fait intéressants, mais ça c'est une contradiction avec ce qu'est l'habitat indien. Je ne suis jamais allé en Inde, mais j'ai vu comme tout le monde des images de l'Inde. Parmi vous, il y a je crois des gens qui ont fait le voyage en Inde. La ville indienne, c'est tout sauf une ville calme. Hein, c'est le tohu-bohu, c'est la circulation incessante, c'est les gens qui se côtoient en permanence. Il y a tout ça qui est l'univers de la ville. Or, la ville de Chandigarh, c'est exactement l'inverse. Donc, on pourrait dire que c'est une ville non indienne.
elle est bien implantée en Inde, mais elle offre un aspect complètement atypique par rapport à ce qu'est une ville indienne habituelle. D'où les limites de ce type d'urbanisation, c'est-à-dire que c'est peut-être un modèle qui a été pensé de manière rationnelle, mais ça ne répond pas à ce qu'est la réalité et les besoins de ce qu'est l'Union indienne aujourd'hui. Voilà. Donc je m'arrête là. Et... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.